Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues, beaucoup de très belles choses ont été dites sur Notre-Dame et notre rapport unique à cette cathédrale faite de pierre, mais pas seulement. Que dire de plus? Sinon que nous portons une responsabilité singulière, respecter l'attachement que les Français ont manifesté à Notre-Dame au soir du dramatique incendie. Cet attachement nous oblige, mais nous oblige d'une façon particulière. Notre rôle n'est pas de rebâtir Notre-Dame, mais de faire le nécessaire, et rien que le nécessaire, pour garantir que la conservation et la restauration de la cathédrale se fassent dans les meilleures conditions. Au fond, notre rôle aurait dû peut-être, se borner à fixer le taux de réduction d'impôts et à autoriser les dons provenant des collectivités territoriales. Point final. Tout le reste est au mieux superflu, à commencer par la souscription nationale censée chapeauter les organismes collecteurs et qui ne représente en fait qu'un caractère de pure forme, de pure communication, diront même les mauvaises langues, ou inutile. Je pense à l'établissement public qui vient se substituer au Centre des monuments nationaux et à l'opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture. Ou pire, dangereux, je pense bien sûr aux dispositions contenues à l'article 9 qui permettent au gouvernement de déroger aux règles d'urbanisme, d'environnement ou de préservation de notre patrimoine et sur lesquelles je reviendrai plus tard. Qu'il s'agisse des lois et règlements qui encadrent des chantiers portant sur des monuments historiques ou qu'il s'agisse des connaissances, du savoir-faire et de talent de tous ceux, architectes en chef, conservateurs des monuments historiques, compagnons du devoir, artisans d'art, qui consacrent leur vie à la préservation de notre patrimoine, tout est là, déjà réuni, pour atteindre notre objectif commun, rétablir Notre-Dame dans sa splendeur quasi millénaire. Alors pourquoi vouloir à toute force déroger à ce cadre protecteur, au risque de se priver du concours des meilleurs experts et spécialistes? J'ai ma petite idée, comme certainement beaucoup d'entre vous. Face aux images de dévastation, Emmanuel Macron a été saisi par l'émotion. Mais la sincérité évidente, dont il a d'abord fait preuve, a été trop vite balayée par une forme d'orgueil. Pourquoi, dès le lendemain du drame, fixer l'échéance de la reconstruction, alors même qu'aujourd'hui, près d'un mois plus tard, on ne sait toujours pas mesurer avec précision l'impact que l'incendie a produit sur la structure du bâtiment? Pourquoi lancer un concours international sur la flèche alors que l'on ne sait pas encore comment sera restaurée la charpente censée la supporter? Pourquoi a-t-il fallu que le président cède si rapidement à la culture de l'immédiateté et du sensationnel, qui sied si mal au devenir d'un édifice de 850 ans? La course contre la montre qu'Emmanuel Macron a lancée comme un défi ne rend pas service à Notre-Dame. Les meilleurs spécialistes à travers le monde entier le disent et le répètent. Un tel chantier, qui nécessite en tout premier lieu un énorme travail de sondage de la façade et des fondations, impose un temps de réflexion conséquent. Un temps que le président ne semble pas disposé à lui accorder. Et c'est l'ensemble du projet de loi qui se trouve placé, sans raison impérieuse, sous l'emprise de l'urgence. Venons-en plus en détail à l'examen du texte. S'agissant de la souscription nationale, plusieurs observations s'imposent. D'après certains experts, les sommes collectées à ce jour, plus d'1 milliard d'euros, suffiraient amplement à couvrir les frais de conservation et de restauration de la cathédrale. Dès lors, la question d'un éventuel trop perçu se pose. En l'état du droit, il paraît difficile de flécher ces sommes vers d'autres monuments historiques en péril, dont je rappelle qu'ils sont au nombre de 3 500 en France. Pourtant, si je m'en tiens au patrimoine religieux parisien, j'observe que les besoins sont considérables et que la ville de Paris n'honore pas ses engagements en matière d'entretien des églises. Ne dispose-t-on pas là d'une occasion historique de soutenir plus efficacement le patrimoine en péril? Toujours s'agissant des dons, le financement de la formation des professionnels compétents pour mener à bien ces travaux est central. Une génération Notre-Dame va naître à la faveur de ce chantier colossal. Il est urgent d'attirer les jeunes les plus motivés vers ces métiers de la main qui offrent des débouchés. Et plus important encore, peuvent donner un sens à une vie professionnelle. Il faut saisir cette occasion pour qu'enfin le regard de la société change sur ces métiers. La tâche est immense. À ce jour, les entreprises agréées pour la restauration des bâtiments classés font déjà face à un manque de manœuvre. Ils nous l'ont dit. 100 postes de maçons et 250 postes de charpentiers cherchent toujours preneurs.
preuve que les débouchés sont là et qu'ils existeront toujours après la restauration de Notre-Dame. Il faut même veiller à ce que le chantier cathédral n'aspire pas toutes les compétences, d'ailleurs, au détriment des territoires et de leurs entreprises. Rappelons d'ailleurs qu'il existe près de 45 000 monuments historiques en France et que les besoins sont bien sûr partout très grands. Pourquoi ne pas créer, à partir des structures déjà existantes, un centre de recrutement et de formation qui pourrait s'installer d'ailleurs sur le parvis de Notre-Dame? C'est une proposition avec d'autres, notamment les compagnons du devoir, que nous formulons. S'agissant de la réduction d'impôts, le gouvernement a opté pour un taux de 75% dans la limite des 1 000 €. J'approuve personnellement ce nouveau dispositif qui prend la mesure de l'événement, même si a posteriori l'on observe que l'essentiel des dons collectés l'a été avant l'annonce d'ailleurs du taux réévalué. Le rapport préconisé par notre collègue Gilles Carrez en commission des finances permettra de connaître précisément la proportion des donateurs ayant bénéficié de la réduction et ceux qui ont renoncé ou qui n'ont pu y prétendre. Ceci étant dit, je veux battre en brèche une idée très largement répandue. Non, le patrimoine n'est pas le grand bénéficiaire du mécénat. Bien au contraire, il en est même le parent pauvre, si l'on considère que seuls 7% de l'ensemble des dons consentis vont à la préservation du patrimoine. Et les polémiques sur les dons accordés par les groupes privés risquent de détourner encore un peu plus les grands mécènes du patrimoine, ce que je regrette évidemment personnellement. Venons-en aux articles les plus problématiques et, disons-le, dangereux. Le groupe Les Républicains propose la suppression de l'article 8 pour les motifs que j'ai déjà invoqués plus haut. En effet, pourquoi ne pas s'appuyer sur les organismes préexistants? Est-il vraiment utile de créer une structure ad hoc qui ne manquera pas de créer des doublons et des frais supplémentaires? J'ajoute qu'en l'état, les missions confiées à l'établissement public, concevoir, réaliser et coordonner les travaux, ne sont pas suffisamment précisées pour éviter le mélange des genres. Il faut clairement distinguer la maîtrise d'ouvrage à la charge de l'établissement public des autres missions, comme la maîtrise d'œuvre dévolue à l'architecte en chef des monuments historiques. Et toujours dans la logique d'encadrer strictement les prérogatives de l'établissement, pourquoi ne pas conditionner ces décisions à l'avis d'un comité d'experts du patrimoine? C'est ce que je proposerai dans un amendement. Passons à l'article 9. Notre conviction chez les Républicains, et c'est d'ailleurs le fil conducteur de notre réflexion sur ce texte, est qu'il n'est pas utile de voter une loi d'exception pour atteindre nos objectifs. Si une réflexion méritait d'être menée, elle aurait dû porter sur la simplification des normes existantes qui, souvent, sous couvert de mieux protéger le patrimoine, limitent en réalité l'accès des entreprises au marché public et surenchérissent les devis. J'ajoute qu'en l'état de la réglementation, les architectes en chef des monuments historiques, dans l'intérêt des travaux, peuvent déjà déroger à certaines règles en vigueur. Alors pourquoi vouloir aller encore plus loin? Pourquoi se défier des normes patrimoniales qui ont fait de la France une référence mondiale en la matière? Pourquoi? Sinon pour gagner du temps et ouvrir la porte à des audaces architecturales dont Notre-Dame n'a nul besoin et que les Français d'ailleurs rejettent massivement. Monsieur le ministre, à lui seul, l'article 9 justifie l'abstention du groupe Les Républicains. Une abstention en forme d'avertissement. Laissons, s'il vous plaît, monsieur le ministre, aux experts le temps de faire les bons choix et plaçons le chantier sous la protection des procédures les plus sûres. Mais surtout, c'est également une abstention de regret. À nos yeux, ce texte est prisonnier avant tout de contingences politiques et d'un empressement sans rapport avec les objectifs, pourtant, bien sûr, louables qu'il proclame. En somme, une abstention, vous l'aurez compris, monsieur le ministre, dans l'intérêt de Notre-Dame. Je vous remercie.